Bonjour à tous, chers fans de livres, et bienvenue chez le Mangeur de livres. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? De livres, bien sûr, de livres. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite découverte que j'ai faite récemment. Un auteur français de fantasy qui s'appelle Paul Béorn. Alors, je dois vous avouer que, comme la plupart des fans de pop culture, je suis un peu snob en ce qui concerne souvent les auteurs français, les films français. J'ai toujours un a priori négatif en fait, bien que j'ai été démenti plein de fois. Et Paul Béorn, il fait partie de ces gros démentis, de ces preuves, de l'eau apportée au moulin de l'imaginaire français. Alors, je suis tombé sur un de ces bouquins. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Les Derniers Parfaits, donc de Paul Béorn. Et c'est le deuxième livre que je lis de lui. Et j'avais commencé en lisant le septième Guerrier Mage. Alors en fait, ce bouquin, je le voyais souvent passer devant moi dans des solderies, à Gibert, dans des lots de bouquins des fois. Mais bon, j'avais toujours cet a priori un peu merdique qui dit oh, laisse tomber Paul Béorn, un français, on fait que de la fantaisie, c'est pas possible. Et puis une fois, j'en avais un peu cabossé dans un lot de bouquins que j'avais dû récupérer dans une broc ou un truc comme ça. Et je me suis dit bah allez, je vais me lancer, ça me coûte rien. Et bah j'ai été aspiré. Je l'ai mangé d'une traite et je me suis dit ce mec il est fantastique, c'est un vrai auteur. En plus c'était un one shot. Pour une fois en fantasy, ça fait du bien. C'était pas 8 tomes qui se suivent et qu'il faut se taper pendant 2 mois. Donc là, c'était parfait. Et justement, en matière de perfection, très peu de temps après, je suis tombé sur un petit poche de chez Helios qui s'appelle Les Derniers Parfaits. Alors je me suis dit, bon, vu que j'ai kiffé le premier que j'ai lu de lui, en plus, le septième Guerrier Mage, j'ai appris après qu'il avait eu le prix en 2016, je crois, des lycéens au prix des Imaginales, vous savez, la convention de SF, d'imaginaire. Et donc je me dis, bah, les lycéens, ils avaient eu plus donné que moi, quoi. Ils avaient lu un bouquin, ils l'avaient kiffé, ils lui avaient attribué le prix, ils avaient eu raison. Donc comme peu de temps après, j'étais tombé sur le dernier parfait, je me suis dit, tiens, je vais le lire. Et là, j'ai encore eu une heureuse surprise, et un peu différente, parce que là, c'est toujours de la fantaisie, mais il aborde un genre, un sous-genre de la fantaisie qui est rarement poursuivi par les auteurs en général et par les auteurs français en particulier, c'est ce que les anglo-saxons appellent l'historical fantasy. Alors c'est vrai, les anglo-saxons, ils adorent faire de l'historical fiction, de l'historical fantasy, ils sont bons là-dedans. Ouais, il y a plein de bouquins d'eux que je mange justement parce qu'ils arrivent à mettre une touche. Bon, l'historical fiction, bien sûr, c'est pas de l'imaginaire, mais les histoires de vikings, de croisés, de mongols, d'explorateurs, c'est les meilleurs les anglo-saxons pour ça. Je ferai souvent plein de podcasts juste sur ce genre-là. Et en ce qui concerne la fantasy, ils sont aussi bons dans ce genre de bouquins. Et j'en avais lu, bah justement, un- je passe du coq à l'âne, hein, parce que comme d'habitude, je fais un podcast sans avoir les bouquins sous les yeux et juste de mémoire. Et je sais que c'est pas bien, et je sais qu'à cause de ça, sûrement il y en a plein qui aiment pas ce podcast, mais je vais être un peu plus sérieux. Là, c'est les vacances. J'ai décidé après ce podcast, d'être plus sérieux, de faire des vrais conducteurs, de travailler un peu plus. Si vous mettez des bons likes et et des commentaires et des bonnes notes. Non, je rigole. Donc de quoi je parlais? Ouais, je parlais d'un autre auteur qui s'appelle Jacques Martel, si je me souviens bien, et qui avait écrit Sacrifice du guerrier. Et ça, pareil, j'aurais jamais misé une cacahuète. Un mec s'appelle Jacques Martel. C'était pas possible. Le neveu de Charles Martel. Enfin bref. Mais en lisant par acquis de conscience, parce que la cover était pas mal, c'était chez Mnemos, je crois. Et je vois derrière que ça parle de guerriers des steppes, de hoplites. Je dis, oulala, quand même. Moi, déjà, dès qu'on me parle des steppes, hein, j'ai le sourcil qui frémit. Et donc, bah, pareil, hein, c'était en 2 volumes, et je les avais mangés. C'était fantastique, c'était vraiment bien. C'était de la vraie fantaisie historique. Plus j'adore ça quand il y a juste une petite touche au début, juste de fantastique, après un peu de mythologie, des dieux parmi les hommes. C'était vraiment bon. Et donc, bah, je commençais à me dire que finalement, les Français, ils étaient pas mauvais. Ils étaient pas mauvais. Moi, je me rappelle, il y a très longtemps encore, je saute encore du coq à l'âne, mais puisque je suis dans l'historical fantasy, pourquoi pas.
Je sais pas si certains d'entre vous regardent parfois l'émission Quotidien. Et parmi les chroniqueurs et chroniqueuses, il y a une fille qui s'appelle euh, Maya Mazoret. Et moi, Maya Mazoret, je l'ai découvert, moi, je sais pas, à 15 ou 20 ans, quand, pareil, j'étais tombé sur un bouquin où juste le titre m'avait attiré, qui s'appelait Dehors les chiens, les infidèles. Et c'était un roman de fantasy qui avait pour thème l'intolérance religieuse. Et c'était un roman parfait. Ouais, une petite meuf inconnue comme ça. En plus, à l'époque, il y avait vraiment pas beaucoup d'auteurs français dans la fantasy. C'est pas comme maintenant. Et je me suis toujours dit, mais elle a loupé le coche, cette fille. Parce que bon, ok, maintenant, elle est chroniqueuse, elle travaille à la télé. Elle est spécialisée, je crois, dans les questions de genre et de sexualité. Apparemment, ça l'a fait kiffer. Tant mieux pour elle. Mais pourquoi elle a arrêté d'écrire de la fantasy? C'était fantastique. Ensuite, elle avait écrit un bouquin de SF. Et moi, j'avais lu une nouvelle dans une anthologie de chez Folio sur le thème du vampirisme. Et pareil, c'était extraordinaire. Rejoignez-moi dans la pétition. Maya, arrête tes conneries dans le quotidien et réécris des bouquins, s'il te plaît. Réécris des bouquins. Et en tout cas, bref, c'est un autre exemple de super fantaisie française. Donc j'arrêterai d'être snob sur, sur les Français dans la pop culture. Donc revenons à notre ami Paul Béarn. Notre ami Paul Béarn, donc, qui apparemment a sorti un diptyque aussi chez comment c'est, Brajlon. Et je me dis que je vais sûrement les choper parce que vu que le deuxième que j'ai lu là est bon. Et donc justement je vais vous parler de celui-là. Donc les derniers parfaits. Qu'est-ce que les derniers parfaits? Donc tout est dans le titre, les derniers parfaits. Ça fait référence à l'hérésie cathare, comme on dit, à l'époque au XIIIe siècle où le pape Innocent III avait décidé que l'Occitanie était devenue un foyer d'hérésie et qu'il fallait lui envoyer des croisés de toute l'Europe. Et c'était la première fois qu'il y avait une croisade domestique. Hein. C'était pas une croisade outre-mer, c'est une croisade domestique. Et pourquoi les derniers parfaits? Donc, bah, ceux qu'on appelle les cathares aujourd'hui ne sont jamais appelés eux-mêmes les parfaits, mais du point de vue de l'Église, bah, en fait c'était de parfaits hérétiques. Donc déjà le petit Paul Béarn, on sent qu'il a fait ses devoirs, parce que dans le titre déjà, les derniers parfaits, ça fait référence à cette appellation que leur donnait l'Inquisition. Et donc ce qui est cool avec ce bouquin, c'est que c'est en même temps une espèce d'uchronie, parce que dans le monde qui nous brosse, en fait, il y a eu 1000 ans avant euh, un empire magique. Alors on a l'impression que ça ferait référence à l'empire romain, mais c'est autre chose. En tout cas, c'était un empire gigantesque, tentaculaire, dont la capitale s'appelait Malapugna. Et donc cet empire maîtrisait la magie, mais la maîtrisait de manière totale. Il y avait des mages, des magiciens, des sorciers, des médecins, et il avait une emprise sur toute l'Europe. Apparemment, à un moment donné, ils ont quand même été trop loin dans leur pratique des arcanes, et il y a eu un grand cataclysme. C'est une espèce d'Atlantide européenne, et ça a chamboulé le continent. Par exemple, l'Espagne s'est séparée du reste de l'Europe, les Pyrénées sont devenues la frontière, il y a une espèce de détroit, il y a l'Espagne, et puis ensuite il y a aussi il y a le Maghreb. Et pareil, à l'intérieur de l'Europe, ça a détourné le cours des rivières, par exemple la Garonne, là, dans le sud-ouest. Donc c'était il y a 1000 ans, et l'histoire commence quand les armées du royaume de France combattent les armées occitanes, donc, dans le dans le sud-ouest. Mais là, à la différence de la réalité, l'Occitanie résiste, et elle a à sa tête un roi qui s'appelle Lobogre, et qui maîtrise lui aussi apparemment une certaine magie, et qui arrive à résister à l'armée franque, comme ils disent dans le bouquin. Donc déjà, on va dire il y a un zeste du chrony, ça reprend des fondamentaux historiques, et il y a de la magie, et des chevaliers, etc. Donc on va dire que c'est de la fantaisie historique. Donc déjà, comme je vous dis, moi c'est pas mal, ça m'attire tout ça. Le mec il a de l'imagination. Son premier bouquin, là, enfin le premier que j'ai lu, c'était de la pure fantaisie avec des elfes, des armées, de la magie, un héros solitaire, etc. Mais bon, il avait maîtrisé le sujet. Là, il part dans un autre, toujours dans la fantaisie, mais dans une autre direction. Et c'est ce qui m'a plu. Donc, pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire des cathares, bon, je suis pas historien, hein, je vous brosse un tableau vite fait. Donc, qui sont les cathares? Pas dans l'Uchronie, mais dans la, dans la réalité.
Donc en 1209, le pape Innocent III a décidé qu'il devait déclarer une croisade envers l'hérésie cathare que- qui sévissait pardon, dans les terres du sud-ouest, en Occitanie, sur les terres de Raymond VI de Toulouse. Alors, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était pas vrai? Si on creuse un peu, en réalité, depuis le XIe déjà, dans toute la chrétienté, il y avait un peu des mouvements qui essayaient un peu de s'affranchir du carcan catholique. D'ailleurs, l'Église catholique elle-même avait fait une espèce de réforme, la fameuse réforme grégorienne, pour changer un petit peu ses pratiques. Et en tout cas, déjà pendant la fin du XIe, tout le XIIe, il y avait des tentatives de pratiquer autrement. Dans le sud-ouest, alors bien sûr, maintenant les historiens ils nous disent bien que c'est pas l'entière population du sud-ouest qui s'était convertie d'un seul coup à une autre manière de pratiquer le christianisme. Mais en tout cas, apparemment, dans le sud-ouest, les gens commençaient à s'éloigner vraiment du dogme et des rites pour pratiquer à leur façon, on va dire. Alors d'où vient ce terme cathare? Encore une fois, si on lit les dernières études les plus pointues, les historiens maintenant ils réfutent un peu ce terme de catharisme. On sait que c'est saint Augustin, dans ses écrits, qui, pour la première fois, parle du terme, fait mention du terme catharoi. Et en fait, quand il parlait des catharoi, lui, il faisait surtout allusion aux manichéens. Parce qu'avant de devenir chrétien, le fameux saint Augustin, qui, je vous le rappelle, était un berbère de ce qui est aujourd'hui l'Algérie, avait vécu dans une communauté manichéenne, et pendant un moment, avant de trouver la lumière dans la religion catholique. Et donc après, pour expliquer ce qu'était le manichéisme, il parlait d'eux en utilisant le terme catharoi, qui voulait dire qu'ils étaient impurs, hérétiques, dualistes. Alors, deuxième parenthèse, en gros, le manichéisme, c'est quoi? Ça vient de Mani, qui était un homme qui vivait au 3e siècle, je crois. Je crois que c'est 200, alors de mémoire encore. Je crois que c'est 218, un truc comme ça date de naissance. J'avais lu, bah, justement, je vous avais parlé dans un podcast d'Amin Malouf, celui qui avait écrit Les Croisades vues par les Arabes. Un de ses premiers bouquins, c'était Les Jardins de Lumière, et ça parlait justement de Mani, de l'histoire de Mani. C'était la première fois, moi, que je tombais sur l'histoire de Mani. Je sais pas, j'étais au collège. Et c'est pour ça que j'ai un peu des notions de ce qu'était sa religion. Donc lui, il s'est dit prophète lui-même, et il avait grandi dans justement, encore une fois, c'était l'époque où c'était un peu malléable et un peu élastique et plastique toutes les manières d'aborder la religion. Au IIIe siècle, il y avait encore ce qu'on appelait des courants judéo-chrétiens, c'est-à-dire les premiers, ça n'a pas le même sens qu'aujourd'hui, judéo-chrétien. C'est-à-dire que les premiers qui avaient suivi l'enseignement de Jésus à l'époque où on le considérait encore comme un juif, et qui après s'étaient sauvés du Levant, parce que justement les premiers chrétiens estimaient qu'ils n'étaient pas vraiment dans la norme, et après plusieurs conciles, ils ont été expulsés de plus en plus vers l'est. Alors il y en a qui se sont réfugiés en Arabie, on dit que ça a influencé justement la naissance de l'islam. Il y en a qui se sont réfugiés en Irak. D'ailleurs, je crois que Mani, c'est en Irak qu'il est né. Il y avait les Nestoriens qui pensaient que Jésus était un homme et pas le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, les Nestoriens, ils se sont retrouvés même jusqu'en Chine, parce que les Ouïghours, et même les Manichéens d'ailleurs. Les Ouïghours aussi, à un moment donné, ils étaient Manichéens. Et donc, notre ami Mani, qui a grandi donc dans une communauté judéo-chrétienne, alors je pourrais plus vous dire ce que c'était comme type de monophysisme, les Ecbatiens, je crois. Je crois que c'est ça, ouais, les Ecbatiens. Bref, son père était déjà apparemment assez mystique, il pensait avoir reçu des révélations d'un ange, et Mani lui aussi, il prétend avoir été visité 2 fois par un ange qui lui expliquait qu'en fait, c'était pas le christianisme, c'était pas le judaïsme la solution, c'était en fait de préserver la lumière contre les ténèbres. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle du manichéisme d'une manière différente. On pense que quelqu'un de manichéen, c'est qu'il voit tout en blanc et noir, quoi, sans nuance. Alors qu'à la base, le manichéisme, c'est pas ça. Le manichéisme, ça repose sur le fait que il y a les forces de la lumière, les forces des ténèbres, en gros, et qu'on doit cultiver la lumière pour que
à un moment donné, advienne la victoire de cette lumière et qu'on se fonde dedans à notre mort, je crois. C'est un peu compliqué en réalité. Ça a l'air simple quand on le dit comme ça, mais après, je m'étais un petit peu intéressé à ce qu'était vraiment le manichéisme, et en fait, il y a des paradoxes même dans ce courant. Enfin bref, pour en revenir, c'était pas un podcast sur toutes les religions antiques. Saint Augustin euh, avait employé le terme kataroi pour se référer notamment aux manichéens et en fait de manière plus large aux hérétiques. Et donc au XIIe, XIIIe siècle, quand les légats, les théologiens de l'Église commencent à s'intéresser un peu à ce qui se passe en Occitanie, à l'époque, ils faisaient pas de la sociologie, ils n'ont pas envoyé un mec pour étudier ce qu'était leur dérive. Ils ont repris les, les écrits des pères de l'Église, dont Saint Augustin. Ils ont trouvé le terme kataroi et Cathare est venu de là. Donc voilà, hein, c'est vraiment un grand trait. Et donc, ça met du temps, hein, pendant tout le XIIe siècle. Par exemple, il y a Saint Bernard hein, de Clairvaux qui va à un moment dans le sud-ouest. Lui, il estime qu'en réalité, il n'y a pas vraiment d'hérésie. Ça traîne un peu. Le pape, il n'est pas content de ce qui se passe, mais bon, il a d'autres chats à fouetter en gros. Et à un moment donné, quand en 1209, là, c'est un autre pape, c'est Innocent III. En fait, déjà, il y a les croisades orientales qui se passent pas très bien. Et il essaie en fait d'avoir du pouvoir sur les rois d'Europe. Et il y a la mort d'un légat euh, tué par des chevaliers, je sais plus quel bord justement, et il en profite en fait. C'est un prétexte pour lancer la croisade. Mais ce qui est étonnant, c'est que alors que c'est comment ça, Raymond VI, là, le comte de Toulouse, c'est un vassal du roi de France, c'est la première fois en réalité que dans les termes de cette croisade, les seigneurs du sud-ouest, selon le pape, sont excommuniés. C'est-à-dire que tous ceux qui participeront à la croisade pourront s'attribuer leurs terres si jamais ils sont vainqueurs. Alors même que le roi à l'époque c'est Philippe Auguste, je crois, ouais, c'est Philippe Auguste, lui qui est le cousin, je crois, de Raymond, lui il a aucune envie, il souscrit pas à la croisade, il rentre pas dedans. Ce sera son fils plus tard, Louis VIII, qui finalement décidera d'y participer. Lui, il fait la sourde oreille, il estime que c'est une affaire du royaume de France et que le pape n'a pas rentré dedans, mais malgré tout, au bout d'un moment, quand même, les croisades éclatent, et c'est le fameux Simon de Montfort qui commence, qui mène les croisés. Il y a des croisés qui viennent de partout, hein. Il y en a beaucoup d'Île-de-France, mais il y en a qui viennent d'Écosse, d'Allemagne, ils y croient vraiment. Et ça va être donc le prétexte à de grandes effusions de sang, de grands massacres, de grandes ignominies pour les Occitans. En fait, quand on parle un peu avec des gens du Sud-Ouest, apparemment c'est encore présent dans la mémoire collective, cette histoire de croisade albigeoise. Donc, bon voilà, tracé à un trait, ce qu'était le catharisme. Enfin, je ne vous ai pas tellement expliqué en fait. Mais, ouais, parce que justement, Béarn il en parle, et il a dû quand même pas mal étudier le truc. En gros, la plus grosse différence quand même avec les catholiques pure souche, c'est qu'à un moment donné, dans la liturgie en tout cas, ils ont plus envie de faire pareil. Ils estiment par exemple qu'il ne faut pas adorer la croix, parce que vu que Jésus est mort sur la croix, pourquoi on va adorer l'endroit sur lequel il est mort? Euh, Ils ont plus de prêtres, ils ont ce qu'on appelle des bons hommes et des bonnes femmes. Et les sacrements, en fait, c'est simplifié. On estime qu'à un certain moment, après une vie, même si on a péché, par exemple s'il y avait une vie assez libre au niveau des mœurs, à un moment donné, on peut on peut acquérir le statut de bonhomme ou de bonne femme, et ça devient en gros les chefs de l'Église. Et pareil, les sacrements, ils les accordent juste par la parole et par la main, sans rituel particulier. Et donc justement, pourquoi je fais cette précision, dans le livre, on parle justement des bons hommes et des bonnes femmes, ils font partie de la résistance en gros. Et donc pour en revenir à notre ouvrage, bon alors ça a l'air peut-être un peu lourd comme ça au début, hein, mais c'était juste pour recadrer un petit peu euh, l'environnement du début de l'histoire. Après, hein, c'est de l'aventure. En fait, il y a un groupe de 4 héros qui sont enchaînés euh, lors du siège d'une ville justement en Occitanie,
Et il y a 3 hommes et une femme. Et donc ils font partie de cette guerre là, et, tous à leur corps défendant. Et ils sont reliés par des chaînes magiques qu'ils peuvent pas briser. Et apparemment dans ce monde, tout le monde a ce qu'on appelle une petite magie. Alors par exemple, il y en a un qui a la magie de l'ours, il y en a un qui a la magie du chat, il y en a une, la fille, qui a la magie de la chimère, c'est-à-dire qu'elle peut imiter les autres magies. Puis il y en a, on sait pas trop. Donc c'est ces quatre héros qui sont reliés par le sort en fait, parce qu'ils se retrouvent, ils se connaissent pas, ils se retrouvent enchaînés, réussissent à s'évader pendant le siège de cette forteresse, mais tout en restant enchaînés. Alors c'est un classique, hein. Et donc on suit leurs aventures à travers tout le sud de la France et puis après un peu plus loin. Et donc c'est haletant, c'est palpitant. Il y a de vraies connaissances historiques. Pour ceux justement qui sont un peu férus d'histoire, on voit justement les embranchements qu'il a pris pour se différencier de la ligne principale, quoi. Et ce qui est fort, c'est que tout en maintenant cette cohérence historique, bah, il y a tous les ingrédients d'un vrai page turner d'aventure et de fantaisie, avec ce qu'il faut de magie, ce qu'il faut de méchants sorciers et de magiciens, ce qu'il faut d'histoire d'amour. En tout cas, moi j'ai trouvé que ce bouquin déjà était original, parce que souvent, comme je vous l'ai dit, déjà en général, dans la fantaisie mondiale, et bon c'est vrai, moins maintenant, parce qu'il y a le gros boom de la fantaisie depuis quelques années, et tout le monde, surtout les auteurs qui sont pas anglo-saxons, justement, les auteurs orientaux par exemple, en ce moment il y a beaucoup de livres où on prend le background de la contrée d'origine de l'auteur. Donc ça fait en réalité l'historical fantasy, elle fait un grand retour dans la fantasy, si on y réfléchit bien. Par exemple, je sais pas, là récemment il y a le Trône de Jasmin qui est sorti, qui fait un carton dans le monde entier, qui est écrit par une anglaise d'origine indienne. Et on voit bien que pareil, elle s'est inspirée grandement de ses origines, quoi, et de l'histoire de l'Inde. Et donc voilà, euh, à l'époque où il a écrit Les Derniers Parfaits, il y en avait un peu moins, en tout cas, surtout en France. Et bon, maintenant, c'est comme tout, hein. Les modes passent, les courants changent, et peut-être qu'il fait moins figure de livre original aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le traitement. Et c'est bien traité. Donc je me suis un peu égaré dans ce podcast, hein, je suis un peu parti dans tous les sens. Je vous ai joué professeur d'histoire des religions, mais bon, pourquoi pas après tout, hein, c'est une excuse le podcast pour parler de plein de choses. Donc voilà, moi je vous conseille Paul Beorn, un auteur bien de chez nous, et que j'ai snobé pendant des années, mais à culpa. Et donc voilà quoi, moi, comme je vous ai dit, j'ai lu le 7ème Guerrier Mage, je viens de finir le Dernier Parfait, et je pense que le prochain que je lirai de lui, bah, c'est le diptyque de chez Brajlon, qui est pas très vieux, je crois qu'il y a 1 an ou 2. Lisez les gars, mangez de la fantaisie à la sauce occitane, et je pense que vous ferez bonbons. Et voilà quoi. À bientôt les mangeurs de livres. Et je vous promets que j'essaierai maintenant de faire des podcasts un peu plus sérieux, un peu plus travaillés, un peu plus construits. Parce que c'est vrai que là je vois que j'en ai fait une dizaine et je les ai tous faits comme ça, un peu juste de mémoire et juste parce que j'avais envie de partager avec vous des lectures que j'avais aimées. Mais je me rends compte qu'en réalité c'est comme tout. Il faut être un peu sérieux, quoi. Il faut un peu travailler et pas partir dans tous les sens. Le peu de retour que j'ai eu en fait c'est ça sur les podcasts, c'est peut-être pour ça que ça décolle pas. Et bah voilà, soyez au rendez-vous des prochains, j'espère. Et likez, commentez, abonnez-vous, pourquoi pas. Le premier abonné, je lui enverrai plein de bouquins. Allez, à bientôt. Et bon genre de livre.